de Nostradamus. Donc, passons à tes actualités. Voilà, là, on est revenu sur la genèse et tout ça. Tu nous expliquais, voilà, nouvelle donne, les systèmes, les hauts et les bas. Maintenant, en 2023, Kodjo, c'est qui, c'est quoi, qu'est-ce que tu fais? Loba. Je vais dire que j'ai levé le pied. T'as fort levé le pied, hein, Kodjo. J'ai levé le pied dans cette industrie, ça fait à peu près 15 ans. T'es parti au pays. Comment je veux dire ça? J'ai été encouragé à lever le pied. Tu comprends? Parce que, par rapport à tout ce qu'on a raconté tout à l'heure, quand tu sais que tu as des boycotts et que tu dois jouer ta vie à chaque fois que tu veux sortir un truc, malgré ça, j'avais quand même réussi à faire les DS que j'avais signé chez M6. Ok. Tu vois? Attends, les DS, c'était un groupe Le groupe des filles, là. Ouais. Les Zoukers, Si. avec Vibe, t'es sur le côté et tout, c'est pas ça? Il n'y avait pas Vibe qui était pas très loin? Non, c'est Keisha qui était pas c'était loin. Keisha. Ok, d'accord. Et à ce moment-là, je m'ouvrais déjà sur un petit peu l'afro, Caraïbes. Parce qu'avec le plafond de verre qui était là dans le système, je me suis dit qu'il fallait que j'aille voir un peu ailleurs. Et donc, c'est là où j'avais créé WUMB, World Urban Music Black, qui était une dérivée de Nouvelle Donne, mais pour les musiques afro, Caraïbes. On a fait ce projet-là. On avait travaillé un peu avec Didier Arafat aussi sur un album, Espoir 2000. Et donc, c'est là où je me suis dit que l'Afrique, avec tous les concerts qu'on a eu à faire avec Factor X, on a énormément voyagé. Et j'ai pris goût, quoi. Donc, je me suis dit que là-bas, au moins, en rentrant, je serais chez moi. Je ne serais pas victime de préjugés, tout ça. Et qu'il y a tout à construire là-bas. Et l'Afrique me faisait penser aux États-Unis. Parce que je me dis que chaque pays, c'est un État. Tu vois, comme les États-Unis. Et que ce qu'on aime à Abidjan, on aime ça à Douala, on aime ça Congo. Voilà. Et qu'en plus, si tu as un peu de cash, tu peux faire ta com facilement. Tu viens, tu vas à la radio, tu vas à la télé, tu dis voilà, je vais prendre une campagne sur ça, je pose ça sur la table. Alors qu'ici, c'est pas comme ça, tu vois. C'est le programmateur qui va dire que j'aime pas. Et après, tu as quand même l'obligation de payer en prenant des campagnes. Ça, c'est un peu l'hypocrisie. Alors que là-bas, tu viens avec ton argent, tu investis. Et aux États-Unis, c'est comme ça que ça marche. Si tu crois en un truc, tu peux aller même faire un crédit. Et tu viens, tu payes sur une grosse radio nationale et le gars joue à fond, tu poses et ça prend, tu vois. Et donc, c'est là que je me suis dit que, bon, en allant en Afrique, il n'y aurait pas de plafond de verre. Je peux aider aussi les artistes là-bas, tout. Donc, j'étais surtout focus sur Abidjan, en Côte d'Ivoire, pendant un bon moment. Et puis après, j'ai dit que, bon, je suis d'origine béninoise par mes parents et il faut au moins que je fasse connaître un artiste béninois sur la scène internationale parce qu'en dehors d'Angélique Kidjo, on n'a pas d'artiste. Donc, c'est là que j'ai pris un jeune qui s'appelait Dibi Dobo. Et j'ai travaillé, ça a été un gros succès. Très rapidement, il a pété les plombs, un classique. Donc, j'ai dit, vas-y, continue tout seul. Et entre-temps, après, bon, il n'y a pas de modèle économique là-bas, on ne gagne pas d'argent, tu peux faire du succès, mais il n'y a rien derrière. Tu galères. Et Trace TV, à ce moment-là, à un moment donné, ils m'ont proposé de venir diriger Trace Africa dans plusieurs pays d'Afrique. Donc, on m'avait donné la sous-région Bénin, Togo, Niger, Burkina et un peu la Côte d'Ivoire. Et bon, quand on n'a plus besoin de toi, tu fais des crocs en jambes. Et à un moment donné, c'est arrivé. Et c'est là que je me suis dit que je vais créer ma prochaine de télé. Donc là, j'ai créé DBM, Digital Black Music.
Et en un an, on est devenu le concurrent numéro 1 de Trace. Ouais. Donc, on a vraiment pris des parts de marché. Mhm. Et le directeur de Canal, grâce à qui j'avais pu mettre ma chaîne sur leur bouquet de Canal+, a été viré. Mhm. Et là, ça a été la porte ouverte à Trace pour me faire la peau. Mhm. Et parce que ça fait plus de 15 ans ou 10 ans qu'ils sont avec Canal, donc c'est un peu la même boîte, quoi. Mhm. Et un an après, ils nous ont pétanqué, ils nous ont retiré du bouquet Canal. Sans aucune... Non, on cartonnait. Ils disent qu'on ne fait pas d'audience. Alors qu'on était, franchement, on était très, 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 très fort. Donc, quand ils ont fait ça, je me suis rendu compte, c'est parce que j'avais pas un lobbying fort. Mhm. Le seul qui tenait, c'était le directeur qui était là, mais comme il était viré, je suis comme un enfant. Ils ont retiré la chaîne, mais la chaîne continue d'émettre chez le concurrent qui est StarTime, Orange, quelques bouquets, mais en Afrique, en fait, pour regarder la télé, c'est Canal+. Ouais. Ok. Tu vois, donc c'est là où c'est devenu un peu compliqué. Et je me suis dit, bon, si c'est comme ça, je vais travailler mon lobbying et que je vais aller m'installer chez moi au Bénin. Ok. Et c'est vrai qu'on a un président de la République que moi j'ai beaucoup apprécié. Mhm. Et je me suis dit, tiens, étant de la culture, ayant pas mal de connaissances, de compétences, tout, je vais aller leur montrer que, bon, ce que la culture, ils sont en train de faire au pays, là, c'est la préhistoire, quoi. Tu vois. Et donc, c'est là où je me suis posé au Bénin. J'ai commencé à parler, j'ai même fait des propositions à la présidence, etc., qui avançaient bien. Et nos frères, ils n'aiment pas. Un autre problème, hein? Ils aiment pas en fait que le pays avance en fait. Je sais pas si tu vois. Ils aiment pas trop, tu vois. On dit souvent qu'au royaume des aveugles, le borgne est roi. Et quand un gars arrive, il a les deux yeux ouverts là. On va te dire, toi, il faut tout faire pour que tu dégages d'ici parce que. Et c'est ça. Et depuis 2 ans, je lutte à faire comprendre que, voilà, que nos acteurs culturels travaillent, ils sont créatifs, ils font de la communication, ils font tout, mais il n'y a rien qui est mis en place pour qu'ils gagnent de l'argent. Ce sont des bénévoles. Il n'y a pas de plateforme de streaming, par exemple, au Bénin. Alors qu'aujourd'hui, le streaming, c'est 60-70% du revenu des artistes. Tu as les concerts, tu as le merchandising, mais le vrai revenu des artistes, c'est sur le streaming. Ça. Il n'y a pas ça là-bas. Tu as un Boomplay du Nigeria qui essaie d'exister. Et donc, bon, quand tu viens avec des idées comme ça n'arrange pas, en fait, ceux qui gèrent le secteur depuis 20-30 ans, parce qu'ils prennent l'argent de l'État. Et puis, c'est la corruption, quoi. Ils détournent la chose, mais les vrais gens qui ont besoin de trouver du cash en face de leur truc, ils trouvent rien. Donc, bon, ça m'a fatigué un peu, et c'est vrai que j'ai mon gars Bob, depuis 1 an, qui me dit « Joe, rentre là, il faut vraiment que tu ailles au bout de ton projet de syndicat du rap. » Ok. Tu vois, de créer, c'est pas un syndicat, mais un mouvement de lobbying par rapport à tout ce qu'on disait tout à l'heure, où toutes les générations se retrouveraient dedans pour écrire notre histoire, défendre nos droits, porter des projets qui rassembleraient tout le monde. Surtout quand on sait que le rap, c'est le premier genre musical depuis une 20aine d'années
qui dit premier genre musical, premier fournisseur de cash aussi à l'industrie, et que il n'y a pas une répartition qui est faite de ça. Les gens de ce mouvement ne sont pas forcément dans les commissions décisionnaires de cette industrie, dans les commissions de subvention de cette industrie. Aux victoires de la musique de Bougnoul, on n'en veut pas, on crée une seule catégorie, c'est pas normal. Et il y a beaucoup de choses. Donc tu vas les redéranger. Pas déranger, s'ils sont intelligents, ils vont nous faire une petite place. On ne dit pas on veut la place des 70%, même si on a 20, 30% pour justement perpétuer, aider même les artistes avec un service juridique, quand ils ont des contrats à signer, des trucs comme ça. C'est bien, tu vois. Mais s'ils disent que pourquoi le rock aussi ne vient pas faire ça, pourquoi là oui, on va se fighter, quoi. Donc comment tu as monté ton syndicat? Il faudra vraiment des personnes, on va dire, qui ont de l'influence, qui fédèrent à ton syndicat. Je pense pas qu'on va garder le nom syndicat, tu vois. Pour pas faire trop peur. Mais dans l'idée, c'est on va, comme les trucs des nôtres là, on n'arrive jamais à se mettre ensemble. Donc moi, je n'attends pas de réunir tout le game. Non, on va se mettre ensemble avec un petit groupe. On va démarrer. Et puis, au fur et à mesure, les gens vont venir se greffer. Et ce qui fait que la machine ne pourra pas s'arrêter. Parce que souvent, la machine s'arrête parce qu'elle ne démarre pas. Et elle ne démarre pas parce que tu vas avoir des luttes de pouvoir inutiles. Oui. Tu comprends? Alors qu'il y a des choses plus importantes. Tu vois, et que quand les gens vont arriver, après on peut faire évoluer les statuts, tu peux avoir une présidente tournant tous les 2-3 ans, mais on est déjà en train d'avancer. L'idée, c'est ça, quoi. Ok. Et tu as déjà plus ou moins sollicité quelques personnes, la nouvelle génération comme des anciens, comme ça peut être aussi des personnes qui ont travaillé dans des maisons de disques, mais ils ne sont plus dans les maisons de disques, mais ils ont, on va dire, une connaissance, un savoir-faire. On commence, tu vois. Mais c'est aussi pour ça que je commence à faire un petit tour média. Et je pense que prochainement, on va mettre en place une petite pétition pour que les gens puissent venir aussi adhérer, donner leur contact. Et au fur et à mesure, après, les gens vont pouvoir adhérer s'ils veulent être actifs dans le mouvement. Après, on va faire des lettres officielles auprès de toutes les instances jusqu'au ministère de la Culture par rapport à tout ça. Et on va essayer de réveiller aussi quelques cadavres pour qu'ils viennent contribuer. Je pense que c'est important. Mais c'est très important aussi d'avoir le soutien de la nouvelle génération. Tu vois, c'est pas un truc de noirs, d'arabes ou de vieux de l'ancienne école. Non, l'idée, c'est vraiment, il faut que je sois représentatif de toute cette culture, ce mouvement, et que chacun se reconnaisse dedans, quoi. Que c'est un projet d'intérêt, je ne veux pas dire public, mais en tout cas sectoriel, commun. Et que demain, bon, moi j'ai plus des aspirations pour le bled, hein, tu vois, il y a beaucoup de choses, parce que là-bas c'est la galère, les gars ils sont dans la culture, mais ils ne mangent pas. Et sinon on a des idées, des projets pour justement faire en sorte que l'Afrique aussi décolle. Il faut qu'on le fasse, même s'ils nous combattent, quoi. Mais il était important qu'on vienne réveiller ça, parce que quand j'ai fait le tour des maisons de disques, j'ai eu peur, quoi. T'as eu peur. Oui, j'ai eu peur. C'est comme si on n'a jamais existé. C'est incroyable. Oui. Donc on va dire
Un ancien artiste qui a connu le succès dans les années fin 90-2000, il rentre dans une maison de disques, personne ne va savoir c'est qui. Non. Donc Ulkari, demain, il rentre, on ne va même pas savoir. On ne peut pas le calculer. Après, avec tout ce qu'il fait, son dernier projet, il le sort chez Pias. Bon, c'est pas Pias, c'est pas mal, mais bon, c'est Ulkari quand même. Oui, c'est ça. Un mec comme Zoxy. Si le système fonctionnait normalement, ce mec-là, ça doit être un grand directeur artistique ou même chef de label. Non, ça va. Ce gars, il est à la découverte d'énormément de talents. Même 1995, c'est Zoxy. C'est ça. Le premier album de Booba, c'est Zoxy. Et moi, j'ai vu, il y a plein d'artistes. Si le système était normal, lui, il va être à la rue, il va être en marge du système comme ça. C'est pas normal. En vérité, à un moment donné, il faut parler, il faut se dire les vraies choses. Et comme on ne parle pas, comme il n'y a pas de bloc, ça arrange le système. En tout cas, Kojo, ici, t'es libre, tu peux parler. Hein. Oui, bon, mais après, tu sais, c'est... Non, mais c'est vrai que tu as raison, le système là vraiment est biaisé. Hein, parce que comme tu dis, Zoxy. C'est un exemple, il y en a plein. Ouais, il y en a plein. Zoxy, pour moi, j'ai toujours vécu ça comme un choc quand je vois ce gars-là. Avant même que moi, Zoxy, parce que peut-être c'est ton frère béninois. Non. Mais, regarde. Non, tu sais, moi, si j'ai pu rentrer dans le game, il a senti mon potentiel. Parce que quand j'ai voulu faire ma compile Nouvelle Donne, j'ai pris le guide de la musique et moi, je suis historiquement un fan des Sages Poètes de la rue. Pour moi, ils ont changé ma vie dans le rap. Tu vois, si je dois citer, on me demande mes classiques, pour moi, c'est le premier album des Sages Poètes, Le combat continu d'idéologie. Tu vois, ça, c'est des trucs qui m'ont porté. Non, quoi. c'est clair, hein, moi, les Sages Poètes, à l'époque, j'écoutais, j'étais incompris, hein. J'étais incompris, hein. Et quand t'appelles... C'est pas ça le problème, c'est pas ça. Ah, tu kiffais pas, c'est ça? Non, c'est pas ça le problème. Mais les gars, techniquement, ils étaient trop forts. Non, ils étaient trop forts. Ils étaient trop mais forts. en fait, lui, il était trop... En fait, il aimait tellement le truc... Ouais. Comment je vais te balancer ici? Il aimait trop le truc. Mais c'était trop fort. Oui, il n'y a aucun problème. Mais lui, en fait, lui, il usurpait. Il prenait les textes pour faire croire que c'était lui. Tu vois? Non, il était en avance. Et tu vois, c'était trop chaud. Et c'est vrai que je dis que c'est grâce à lui aussi que j'ai pu démarrer fort dans ce game parce que je le connaissais pas. J'ai vu un numéro de téléphone, Sage Poète. J'ai appelé. J'ai dit, j'aimerais bien parler au Sage Poète de la rue. Et il dit, oui, c'est à quel sujet? J'ai dit, ouais, je m'appelle Kojo. Je suis en train de faire une compilation de rap. Et j'aimerais bien avoir les Sage Poète dessus avec un groupe de jeunes que eux, ils aimeraient bien mettre en avant. Et c'est là où j'avais eu Zoxy, en fait. Il dit, oui, c'est moi, c'est Zoxy, tranquille, quoi. Il m'a mis à l'aise. Il dit, passe, on va en discuter. Je suis passé. Il m'a donné l'adresse, je suis passé. Il m'a dit, il n'y a pas de problème, tu peux compter sur nous. On va te donner un morceau Sage Poète. Je vais parrainer ton projet et je viendrai avec un groupe que j'ai envie de poser. J'ai envie de pousser. C'est là il m'a ramené à TK. Ok. Et après, t'as Kerry James aussi qui avait accepté. Et à partir de là, tout le monde joue le jeu, quoi. Oui. Tu vois la stratégie, non? Tu trouves un, deux, bien. Après, quand tu dis, bon, ils sont là, tout le monde veut en être. Non, franchement, belle histoire. Hein. Et comment on fait, on va dire, pour intégrer, on va dire, ton futur au syndicat? Comment ça se passe? On va vous envoyer les infos, on va communiquer. Mais comme je disais, on va mettre en place un numéro aussi pour tous ceux qui veulent en être. Je ne vais pas donner mon numéro personnel. Je vais prendre un numéro spécial pour ça. Et on va essayer de construire ça, tu vois, sans prétention, quoi. Tu vois.
Mais je pense que c'est important et je sais aussi qu'on va être combattu au départ par les nôtres. Ah ouais, par les nôtres, t'as bien dit, hein. Par les nôtres. Hein. Oui, bien sûr, c'est comment ça se passe. Hein. Et j'espère qu'on aura le courage et la force de mettre quelque chose en place et que ça sera institutionnalisé, quoi. Tu vois, même région par région, avec un truc en national. Voilà, mais il faut s'organiser. Non, c'est ça. Hein. Donc, Adax, qu'est-ce que tu en penses un peu par rapport à ce projet, le syndicat et tout ça? Effectivement, je pense que tu vois, c'est un projet qui réfléchit. Et effectivement, il y a un manque de ce côté-là, tu vois. Qu'aujourd'hui, la musique dans laquelle. La musique en fait qui fait vivre dans le monde. Tu vois, c'est une musique qui est super importante. Mais en fait, elle est super importante pour le moment. Mais ceux qui ont permis de paver ce truc-là, en fait, aujourd'hui, en fait, on les voit pas, on les entend pas. Et effectivement, quand tu fais le parallèle en fait avec ce qui se passe en vérité au State et tout, bah, en fait, c'est anormal, tu vois. Et je pense que tu vois, il est pas négligeable en fait de pouvoir tenter et tout, de pouvoir renverser la roue en fait à ce sujet-là. Tu vois. Si on veut que justement cette culture puisse avoir en fait un contre-pouvoir pour qu'elle puisse avancer en fait dans le bon sens, tu vois. En fait, c'est ce que ça doit être fait, quoi. Toi. Donc ouais, effectivement, l'initiative est bonne et tout, et j'espère que les gens comprendront et comprendront leur intérêt. C'est surtout ça. C'est ça en fait. Leur intérêt. C'est dans l'intérêt de tous. Nous, on n'est que de passage. Hein. La preuve, beaucoup ne sont plus là. Mais l'idée, c'est de mettre quelque chose en place qui va se perpétuer dans le temps, avec ou sans nous. Tu vois, mais on sait qu'on a une histoire, que la société, elle est extrêmement influencée par le hip-hop, par le rap. Et il faut qu'on puisse retranscrire aussi cette histoire, avoir des droits. Parce que c'est aussi ça, avoir des droits et que avec le temps, on ait encore de plus en plus de droits. Mais si nous-mêmes, on ne se prend pas en main, personne ne le fera pour nous. Après, j'ai envie de dire, il y a quand même déjà un petit peu des initiatives qui se font, vu qu'il y a l'histoire des flammes qui est en train d'émerger. Ça va également dans ce sens-là. C'est dans le fait, en fait, de pouvoir gérer en vérité son image et de raconter son histoire. C'est une une étape, mais il en faut d'autres. Oui. Et par exemple, si demain Spotify n'est plus motivé par ce projet, c'est mort. Moi, ce dont je parle, c'est mettre en place des institutions. Avoir, comme pour les Victoires de la musique, une association qui va ponctionner des sous dans les caisses des droits de la musique. Après ça, tu peux avoir Coca-Cola qui vient se rajouter, tu peux avoir telle structure qui vient se rajouter, mais tu vois, ton événement, c'est pas pour une fois, 2 fois. Tant que la musique va générer de l'argent et qu'il y aura des fonds pour faire ça, ça sera institutionnalisé. Tu comprends ? Et que ça peut venir en partenariat même avec des initiatives privées comme Bouscapé et les autres. Et les flammes, ok, d'accord. Tu comprends ? Oui. C'est ça, il faut en fait avoir des structures pour accompagner le mouvement. Un truc de lobbying, un truc où des gens qui ont donné dans cette musique, ils ont des capacités, des compétences qu'ils peuvent mettre au service commun pour les autres, pour la jeune génération, et ainsi de suite. Très bien, bien sûr. Ok. Non, c'est ça. Non, c'est ça. Hein. Myriam, tu veux intervenir un peu par rapport à ça ? Ouais, je trouve que c'était nécessaire parce qu'en fait, à force d'observer ce qui se passe, j'ai l'impression que des fois, il y a des actes manqués juste par manque de communication. Par exemple, à force, on comprend que tout le monde peut te présenter à n'importe qui, ou tout le monde connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un, et qu'en fait, c'est juste le manque de communication qui court-circuite le truc. Mais des fois, on a des alliés dans la même pièce, on n'est même pas au courant. Juste parce que tu peux pas le deviner. Et donc, forcément, il faut des endroits qui centralisent, et comme tu disais, des vraies institutions, là où les gens ils peuvent se regrouper, venir faire leurs recherches, peu importe. Tu parlais des contrats. J'entends quand tu racontes ton parcours que les histoires de contrats, ça n'a pas changé. 20 ans après,
dans le rap. Je vais pas citer de nom, mais j'ai encore vu il y a 2 semaines un artiste qui est bloqué par son label. Mhm. C'est plus censé arriver. Normalement, ils sont censés avoir compris la leçon. Mais en fait, c'est pourquoi? Parce que c'est des petits qui donnent le contrat à leurs parents. Leurs parents, ils savent même pas ce qu'ils lisent. Ils voient juste le cachet, ils disent bah allez, c'est bon. Généralement, l'artiste, à ce niveau-là, ne lit pas son contrat. Voilà. Il regarde juste, je vais pouvoir aller en studio, enregistrer, et en plus, il y a une avance, il est content, tu vois. C'est parce qu'ils n'ont pas cette formation à la base. Et à part si je me trompe, j'entends pas ça dans les autres genres musicaux. Peut-être que ça arrive pas à mes oreilles, hein, mais c'est rare que j'entends qu'il se passe des choses comme ça dans la variété, tu vois. Ça existe. C'est juste parce que c'est pas des gens forcément de ton milieu, Ouais. tu vois, ou des gens où tu n'as pas forcément accès. Mais des gens qui viennent d'une bonne famille, qui ont un relationnel à l'argent normal, c'est rare qu'ils pètent les plombs, c'est rare qu'ils tombent dans des trucs comme ça. Parce que souvent, quand ils sont artistes, c'est vraiment par passion. C'est pas alimentaire. Non, c'est vrai. C'est pas une question de frigo. Oui, donc. Il est plein pas. Leur vie ne dépend pas de ça, quoi. L'estomac ne chante pas. Donc oui, c'est ça, et que si tu as des institutions qui sont là, tu peux même avoir dans ce cercle de lobbying des gens qui peuvent aller faire des médiations dans ce genre de situation, par exemple. Tu vois, il y a beaucoup à faire. C'est ça, mais quand on entend que la même histoire est arrivée il y a 20 ans, c'est pas normal. Ah non, mais c'est l'histoire de notre musique. Hein. Voilà, les gens sont censés apprendre des leçons en fait sur la route. Sinon, ça veut dire que tous les sacrifiés ont servi à rien en fait. Mais il n'y a pas de transmission. Ouais, c'est ça. C'est Ouais, pour ça. chacun part avec. Tu vois, non, on t'enlève du game avec tes bienfaits et tes. Voilà. Et donc, surtout que, en fait, je trouve qu'il y avait un truc aussi dans le rap d'ego. Donc les gens racontaient pas leur échec. Oui. Parce que tu peux pas arriver et dire ouais bah je me suis fait carotter par toutes les maisons de disques chez qui j'ai mis les pieds. C'est pas possible. Il y a un ego là où tu peux pas venir le dire. Mais tu sais, souvent, on est prêt à raconter ses échecs quand on a rebondi. Oui, c'est ça. C'est ça. Ça rend l'histoire belle. Ouais. Mais si tu quittes le game dans l'échec, quand tu vas raconter ça, t'es pas crédible. Bah voilà, c'est pour ça. T'es pas crédible. Donc on peut pas apprendre des trucs comme ça en fait. C'est ça. Ouais. Non, franchement, Kodio, franchement, je pense qu'on a quand même bien échangé. Oui, C'était vraiment pas mal, hein, franchement. Parce que je me suis dit, bon, partir sur un débat, sur notre débat, est-ce que l'industrie est raciste? Mais après tout ce que tu m'as dit, je pense qu'on connaît la réponse. Hein. Je pense qu'on connaît la réponse. Hein, C'est pas forcément une histoire de racisme. Mhm. C'est-à-dire que le racisme, il vient après. C'est-à-dire que déjà, d'abord, c'est une histoire de rapport de force. Mhm. C'est comme en général. C'est-à-dire qu'ici, en France, déjà, c'est un problème comment on appelle ça là Hiérarchie. Non, une élite au-dessus. De classe sociale. Ouais, une ça. élite au-dessus, tenue par peut-être 4-5 familles qui gèrent le tout. C'est ça. Après, tu as quelques-uns qui se débrouillent un peu, qui vont être des cadres, qui se font saigner par les impôts. Et puis, tu as le bas peuple qui est là, qui charbonne de tous les jours. Maintenant, dans tout ça, quand tu rentres dans une histoire de race, effectivement, quand tu regardes le pourcentage des gens qui sont du bon côté de la mondialisation et ceux qui sont du mauvais côté, chez certaines races, il y a un pourcentage un peu plus grand. Mais il reste très minime. Et chez les autres qui sont les minorités visibles, comme on dit, les gens qui sont du bon côté sont encore plus minimes. C'est pour ça qu'on peut voir une histoire de rapport entre les races. Mais c'est avant tout une histoire de classe sociale, tout simplement, C'est dans ça. un premier temps. En fait, c'est à l'image de notre société. C'est ça. C'est tout. Tu retrouves dans le rap ce que tu vas retrouver dans tous les corps de métier. Donc effectivement, avant de parler de racisme, parlons déjà de ça, qui est la base du problème, et qui peut entraîner des trucs derrière, de racisme, des discriminations, des préjugés, etc. et tout. Mais ça commence pas de là. Mais tu sais, depuis qu'on est là, moi, j'ai jamais vu un patron de major issu de l'immigration. Mhm.
Les choses se vont étape par étape parce qu'il y a des choses qu'on voit aujourd'hui qu'on ne voyait pas avant. En tout cas, dans le game. Parce qu'ils n'ont pas de choix. Ah voilà. Ça s'est imposé. Donc effectivement, les patrons ne s'imposent pas, c'est le système qui choisit. Il y en a qui partent de plus loin que d'autres, mais avant tout, tous les gens qui sont de mauvais côté sont déjà tous dans le même sac. Et tu trouves toutes les races. Et les gens qui tiennent l'élite, qui sont une autocratie, qui sont tenus, comme je dis, grand maximum par 4-5 familles, ben, eux, ils sont extrêmement minoritaires. Il y a un peu plus de races que d'autres, mais il y a de tout aussi. Voilà. Kodjo, tu es d'accord avec lui? Oui, bien sûr. Donc, je pense qu'on va s'en rester là. Hein. Franchement, je pense qu'on a quand même bien échangé. Donc, Kodjo, en tout cas, un plaisir. Hein. Grand monument de l'industrie, hein, du rap français. Merci, les carrés ne sont pas prêts. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. On sait comment ça se passe. Merci encore. Camus de Nostradamus.